Elle a été humiliée lors du discours pour avoir porté des vêtements déchirés. Ils ont ri hué et lui ont ordonné de descendre de la scène. Mais un millionnaire humble est apparu parmi les invités. Et son attitude a choqué tout le monde et a retourné la situation cette nuit-là. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. La salle communale était décorée avec simplicité. Des fleurs artificielles aux murs, des chaises blanches en plastique alignées et une douce musique instrumentale qui remplissait l'atmosphère. C'était un jour spécial pour les diplômés du cours technique en administration, mais pour Hélène Dubois, c'était bien plus que cela. C'était la réalisation d'un rêve construit avec sacrifice et persévérance. Debout devant le miroir de la petite salle de bain de sa maison en banlieue, Hélène ajustait une dernière fois la robe bleue qui avait appartenu à sa mère. Le tissu usé et la petite déchirure sur le côté, camouflée par une couture improvisée, racontaient silencieusement les histoires d'une vie de lutte. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle essayait de donner une dernière retouche à ses cheveux châtains, attachés en un chignon simple. « Maman, tu es magnifique !» s'exclama Michel, son fils de 6 ans, qu'il observait depuis la porte en tenant son avion jouet inséparable. Le jouet, comme tant d'autres choses dans leur vie, était cassé, mais Michel le tenait avec la même affection que toujours. « Tu seras la plus belle princesse de la fête. » Hélène sourit, retenant les larmes qui menaçaient de ruiner le maquillage simple qu'elle avait fait. Elle regarda les chaussures empruntées qu'elle allait porter, une paire dépareillées, dont l'une serrait trop, et l'autre était visiblement usée. Mais il n'y avait pas d'alternative. C'était ce qu'elle avait pu obtenir auprès de Madame Jeanne, sa voisine de longue date. Sur le chemin de la remise des diplômes, dans le bus bondé, Hélène tenait fermement la main de Michel, tout en se rappelant chaque moment qu'il avait amené jusque-là. Les petits matins à vendre des quiches au feu rouge, les nuits à étudier après que son fils se soit endormi, les moments où elle avait presque abandonné, mais le souvenir de sa mère l'avait maintenue forte. En arrivant à la salle, les premiers regards d'étrangeté commencèrent. Hélène essaya d'ignorer les chuchotements et les ricanements de certaines camarades de classe, en particulier de Patricia Martin, fille d'un politicien influent de la ville qui ne faisait aucun effort pour dissimuler son mépris. « Regardez, qui a décidé de se montrer », murmura Patricia à son groupe d'amis, tout en sortant son téléphone dernier cri. Est-ce qu'elle a confondu la remise des diplômes avec un vide-grenier caritatif? Hélène sentit son visage brûler, mais garda la tête haute. Michel serra sa main plus fort, comme s'il ressentait l'angoisse de sa mère. C'est alors qu'elle trouva la lettre qu'elle avait découverte dans la boîte où elle gardait la robe de sa mère. Elle avait relu ces mots tant de fois qu'elle les connaissait par cœur. « Porte cette robe quand le monde essaiera de te faire oublier qui tu es. » Parmi les invités, un homme observait la scène avec un intérêt particulier. Richard Allard, entrepreneur connu de la région, gardait les yeux fixés sur Hélène, non pas pour le contraste évident de son apparence avec les autres diplômés, mais pour quelque chose qu'il voyait au-delà des vêtements simples et des chaussures dépareillées. « Maman !» chuchota Michel, ajustant le nœud papillon improvisé à son cou. « Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas devenir une étoile. » Hélène sourit à son fils, sentant une force renouvelée grandir en elle. Les mots de la lettre de sa mère résonnaient dans son esprit tandis qu'elle marchait vers sa place parmi les diplômés. La robe pouvait être usée, les chaussures pouvaient être empruntées, mais sa dignité, ça, personne ne pourrait la lui enlever. La cérémonie commença ponctuellement à 19 h. Le directeur de l'Institut technique, M. Moreau, entama son discours sur la persévérance et le dépassement de soi, des mots qui semblaient faire directement écho à l'histoire d'Hélène. Pendant ce temps, Patricia ne manquait pas l'occasion d'enregistrer chaque moment d'embarras de sa camarade, partageant des photos sur les réseaux sociaux avec des légendes malveillantes. « Diplômée ou mendiante? À vous de juger », écrivit-elle. Dans sa dernière publication, qui commençait à recevoir des likes et des commentaires désobligeants de ses abonnés. Le groupe d'amis autour d'elle riait discrètement, échangeant des regards complices dans leur cruauté. Richard Allard, assis quelques rangées derrière, observait tout avec un mélange d'indignation et de fascination. Quelque chose dans la posture d'Hélène, dans la façon dont elle maintenait sa dignité,
même face aux moqueries voilées, le touchait profondément. Il se souvenait de sa propre mère, Madame Rose, qui avait élevé 3 enfants seule, en faisant des lessives pour les autres. « Jacques, appela-t-il discrètement son assistant personnel, je veux que tu découvres tout sur cette diplômée, celle à la robe bleue avec le petit garçon à l'avion. »« Jouet !» Michel, ignorant la méchanceté des adultes, jouait avec son avion cassé, le faisant voler imaginairement entre les chaises. Occasionnellement, il regardait sa mère avec une admiration absolue, comme si elle était réellement une princesse sortie des contes de fées qu'elle lui racontait avant de dormir. Le moment de la remise des diplômes approchait, et Hélène sentait son cœur s'accélérer. Les paroles malveillantes commençaient à peser, et elle envisagea sérieusement de s'enfuir. Elle alla aux toilettes, essayant de contenir les larmes qui menaçaient finalement de couler. Elle se regarda dans le miroir et vit le reflet de sa mère dans la robe bleue, se rappelant toutes les fois où elle l'avait vue affronter l'adversité la tête haute. « Vous seriez fière » murmura-t-elle au reflet, essuyant soigneusement les larmes. Quand elle revint dans la salle, une surprise l'attendait. Le directeur Moreau était sur scène, une enveloppe à la main et un sourire chaleureux sur le visage. « Avant de commencer la remise des diplômes, j'aimerais faire une annonce spéciale, » commença-t-il, faisant en sorte que tous les présents soient attentifs. Cette année, notre corps enseignant a choisi une élève pour être l'oratrice de la promotion. Un choix basé non seulement sur les performances académiques exceptionnelles, mais surtout sur la démonstration de valeurs que nous considérons fondamentales, la persévérance, la dignité et le courage. Hélène sentit son cœur s'arrêter un instant. Michel, qui était revenu à ses côtés, serra sa main fortement. « J'invite maintenant sur scène, » continua le directeur, « l'élève Hélène Dubois. » Un silence absolu s'empara de la salle. Les amis de Patricia cessèrent de rire, et Patricia elle-même baissa son téléphone, surprise. Richard Allard se pencha sur sa chaise, encore plus intéressé par le déroulement de cette histoire. Hélène se leva lentement, les jambes tremblant sous la robe bleue usée. Michel l'accompagna, refusant de lâcher sa main. Tandis qu'elle marchait vers la scène, chaque pas résonnant dans le silence de la salle, elle répétait mentalement les mots de la lettre de sa mère, y trouvant la force d'aller de l'avant. L'étude, moment où Hélène monta sur scène, resterait à jamais gravé dans la mémoire de tous les présents. Sa robe bleue, même avec ses défauts visibles, semblait briller sous les lumières de la salle. Michel, tenant toujours son avion cassé, restait à ses côtés comme un petit gardien. « Bonsoir à tous », commença Hélène, sa voix initialement tremblante, mais gagnant en force à chaque mot. « Quand j'ai reçu la nouvelle que je serais l'oratrice de la promotion, ma première pensée a été de refuser. Après tout, que pourrait dire une vendeuse de quiche pour inspirer quelqu'un ? » Le silence dans la salle était absolu. Même Patricia, qui se moquait sur les réseaux sociaux quelques instants plus tôt, rangea son téléphone, captivée par l'honnêteté de ses paroles. Mais hier soir, alors que je racontais des histoires à mon fils pour l'endormir, il m'a demandé pourquoi les étoiles brillaient même en étant si loin, et c'est là que j'ai compris ce que je devais dire aujourd'hui. Hélène fit une pause, regardant les visages attentifs qui l'observaient. Richard Allard, en particulier, se pencha, encore plus sur sa chaise, complètement absorbé par chaque mot. Chacun de nous ici est comme une étoile. Peu importe à quel point notre rêve semble distant, à quel point la nuit autour de nous est sombre, nous avons en nous la capacité de briller. Cette robe que je porte aujourd'hui, elle toucha le tissu usé avec affection, appartenait à ma mère. Elle n'est plus là pour me voir, mais elle m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans les vêtements que nous portons, mais dans la force que nous portons dans notre cœur. Certaines personnes dans l'assistance commencèrent à essuyer discrètement des larmes. Le directeur Moreau souriait, fier du choix qu'ils avaient fait. Pendant 2 ans, je me suis levé à 4 heures du matin pour faire des quiches. Je les vendais au feu rouge, jusqu'à l'heure de venir en cours. Souvent, j'arrivais ici épuisé, les mains sentant encore la pâte. Mais savez-vous ce qui m'a maintenu ferme? À chaque pièce que je recevais, à chaque client qui souriait, en goûtant mes quiches, j'étais un pas plus près de ce moment. C'est alors que Michel, mu par une émotion que seul un enfant peut exprimer avec autant de pureté, prit le microphone des mains de sa mère. « Ma maman est une princesse, même sans nouvelle robe », déclara-t-il, sa voix enfantine résonnant dans la salle. L'impact fut immédiat.
Le public explosa en applaudissements. Des personnes se levèrent. Certaines pleuraient maintenant ouvertement. Les amies de Patricia baissèrent les yeux, honteuses de leurs actions antérieures. Patricia elle-même, pour la première fois de sa vie, sentit le poids de ses actes mesquins. Richard Allard, profondément touché, essuya discrètement une larme qui s'obstinait à couler. Cette scène le transporta dans sa propre enfance, quand sa mère, Madame Rose, affrontait les préjugés avec la même dignité qu'il voyait maintenant chez Hélène. « Jacques, appela-t-il à nouveau son assistant, je veux que tu prépares quelque chose de spécial. Cette histoire ne peut pas se terminer ici. » Hélène embrassa son fils, et ensemble, ils reçurent une ovation qui semblait ne pas avoir de fin. Le directeur Moreau s'approcha avec le diplôme en main, mais avant de le lui remettre, il fit une annonce supplémentaire que personne n'attendait. Hélène n'était pas seulement notre meilleure élève en notes. Elle a également établi un record à l'Institut. Elle n'a jamais manqué un seul cours en 2 ans, même les jours d'orage, même quand elle était malade. Et plus impressionnant encore, ses quiches sont devenues célèbres parmi les professeurs et les élèves. Elle n'a pas seulement étudié l'administration, elle l'a pratiquée, créant sa propre petite entreprise pour soutenir son rêve. Les mots du directeur provoquèrent une nouvelle vague d'applaudissements. À ce moment-là, quelque chose commença à changer dans l'atmosphère. Les regards de pitié et de dérision se transformèrent en admiration sincère. L'histoire d'Hélène commençait à toucher les cœurs d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Le lendemain matin de la remise des diplômes, Hélène se réveilla avec son téléphone qui sonnait sans cesse. C'était un numéro inconnu, mais elle répondit encore somnolente. « Hélène Dubois, c'est TV Régional. Nous aimerions faire un reportage sur vous et votre fils. La vidéo de votre discours est en train de devenir virale sur les réseaux sociaux. » Confuse, Hélène s'assit au bord de son lit simple. La petite chambre sous les combles sans finition était illuminée par le soleil du matin qui entrait par la fenêtre sans rideau. Michel dormait encore, serrant son avion cassé. « Viral ? Comment ça ?» demanda-t-elle, essayant de comprendre la situation. C'est alors que les messages commencèrent à arriver en cascade. La vidéo que Patricia avait postée pour se moquer d'elle s'était transformée en quelque chose de complètement différent. Les gens la partageaient non pas pour ridiculiser, mais pour exalter son histoire de dépassement. Mère célibataire diplômée avec les honneurs, portant la robe de sa mère décédée. Une histoire d'amour et de persévérance, disait l'un des titres qui circulaient sur Internet. La publication originale de Patricia, diplômée ou mendiante, s'était retournée contre elle. Les commentaires critiquaient son attitude et louaient la dignité d'Hélène. Des centaines de femmes commençaient à partager leurs propres histoires de lutte et de dépassement inspirées par son exemple. « Hélène !» cria Madame Jeanne, frappant à la porte. « Tu dois voir ça, ça passe à la télé !» Rapidement, Hélène s'habilla et descendit à l'appartement de sa voisine. Sur la petite télévision, un reportage sur la remise des diplômes de la veille passait. Quelqu'un avait filmé tout le discours, y compris le moment émouvant où Michel avait pris le microphone. « Maman, regarde, c'est nous à la télévision !» s'exclama Michel, qui s'était réveillé avec l'agitation et sautait maintenant joyeusement en voyant son image à l'écran. Le téléphone ne cessait de sonner. Journalistes, émissions de télévision, magazines, tous voulaient raconter son histoire. Mais ce fut un appel en particulier qui attira l'attention d'Hélène. « Madame Dubois ?» dit une voix masculine et polie. « Ici Jacques, assistant de Monsieur Richard Allard. Il aimerait fixer un rendez-vous avec vous. » Hélène hésita. Elle avait déjà entendu parler de Richard Allard, l'entrepreneur millionnaire connu pour ses projets sociaux, mais des années de méfiance et de promesses vides lui avaient appris à être prudente. « Quel serait le sujet ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. « Monsieur Allard a une proposition qui pourrait vous intéresser, vous et votre fils. Il a été très touché par votre histoire et... »« Je n'ai pas besoin de charité », interrompit Hélène, poliment mais fermement. « Il ne s'agit pas de charité, Madame Dubois, » répondit Jacques. « Monsieur Allard pense que votre histoire et votre force peuvent inspirer beaucoup d'autres personnes. Il a un projet en tête et aimerait en discuter personnellement avec vous. » Tandis qu'Hélène considérait la proposition, son téléphone vibra avec une notification. C'était un message de Patricia Martin. « Hélène, je sais que je ne le mérite pas, mais nous devons parler. J'ai passé la nuit éveillée à réfléchir à ce que j'ai fait. S'il te plaît, donne-moi une chance de m'excuser personnellement. »
Le monde semblait tourner trop vite. En moins de 24 heures, sa vie s'était complètement transformée. De vendeuse de quiche au feu rouge à sensation d'Internet, de cible, de moqueries à symbole d'inspiration. « Maman », appela Michel tenant son avion cassé, « tu m'as toujours dit que parfois les choses doivent se casser pour qu'on puisse les réparer mieux, n'est-ce pas ?» Hélène regarda son fils, surprise par sa sagesse innocente. Peut-être était-il temps de donner une chance non seulement aux autres, mais surtout à elle-même. Le siège des entreprises Allard occupait un bâtiment imposant au centre-ville. Hélène, encore vêtue de ses vêtements simples mais propres et bien repassés, tenait la main de Michel, tandis qu'il traversait le hall en marbre. Le garçon regardait, s'émerveillait les ascenseurs en miroir et le haut plafond avec des lustres en cristal. « Maman, on dirait un château !» chuchota-t-il, serrant l'avion cassé contre sa poitrine. À la réception, Jacques les attendait déjà. L'assistant de Richard Allard avait un sourire gentil et des manières polies qui firent qu'Hélène se sentit un peu plus à l'aise dans cet environnement intimidant. « Madame Dubois, je suis content que vous ayez accepté notre invitation », salua Jacques, les conduisant à l'ascenseur. « Monsieur Allard est impatient de vous rencontrer personnellement. » Au 30e étage, les portes s'ouvrirent sur un bureau étonnamment accueillant. Au lieu du luxe ostentatoire qu'Hélène attendait, elle trouva un environnement décoré avec des photographies en noir et blanc de gens ordinaires, de travailleurs, de familles. L'une d'elles, en particulier, attira son attention. Elle montrait une femme à l'expression sereine, lavant des vêtements dans un évier. « Ma mère », dit une voix grave et chaleureuse derrière elle. « Madame Rose, cette photo a été prise le jour de mes 18 ans. » Hélène se retourna et rencontra Richard Allard, qui ne ressemblait en rien à l'image qu'elle s'était faite de lui. Au lieu du cadre intimidant, elle vit un homme d'âge moyen aux yeux gentils et au sourire sincère. Il portait un costume simple et avait les mains légèrement calleuses, marque d'un passé de travail manuel qu'il ne cherchait pas à cacher. « Monsieur Allard, je... »« Richard, s'il vous plaît, » l'interrompit-il doucement. « Et ce doit être Michel, j'aime beaucoup ton avion, mon garçon. » Michel, normalement timide avec les étrangers, sourit. Il y avait quelque chose dans la façon d'être de Richard qui inspirait immédiatement confiance. « Il est cassé, » dit le garçon, montrant le jouet. « Mais maman dit que les choses cassées ont aussi de la valeur. » Richard s'accroupit pour être à la hauteur du garçon. « Ta mère est une femme très sage. Tu sais, j'avais aussi un avion jouet quand j'étais petit. En fait, il alla jusqu'à son bureau et ouvrit un tiroir en retirant quelque chose qui fit briller les yeux de Michel. Un petit avion en bois peint à la main, visiblement ancien mais bien conservé. C'est mon père qui l'a fait, avant de partir. C'était le seul jouet que j'avais, et je l'ai gardé avec moi pendant des années. Tu veux le tenir ?» Tandis que Michel admirait l'avion avec révérence, Richard reporta son attention sur Hélène. « J'ai vu quelque chose en vous lors de cette remise de diplôme qui m'a fait penser à ma mère. La même dignité, la même force silencieuse. » Hélène sentit les larmes se former, mais les retint. « Vous... Richard, je vous remercie pour l'invitation, mais je ne comprends toujours pas pourquoi je suis ici. » Richard sourit, indiquant les fauteuils confortables près de la fenêtre. « Je suis sur le point de lancer un nouveau projet, quelque chose que je planifie depuis des années, mais je n'ai jamais trouvé la bonne personne pour le diriger. » Il fit une pause, observant la réaction d'Hélène. Une fondation dédiée à soutenir les mères célibataires et leurs enfants. Pas seulement avec une aide financière, mais avec de l'éducation, de la formation professionnelle, un soutien psychologique, un endroit où des femmes comme vous peuvent trouver non seulement de l'aide, mais surtout des opportunités. Hélène sentit son cœur s'accélérer. « Et en quoi suis-je concerné ? » « Je veux que vous soyez la directrice exécutive du projet, » répondit Richard avec simplicité. « Votre histoire, votre force, votre intelligence, vous avez tout ce que je recherche. Et plus important, vous connaissez dans votre chair les difficultés que ces femmes affrontent. » Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le doux son de Michel jouant avec les deux avions. Hélène regarda par la fenêtre, observant la ville qui s'étendait en bas. La même ville où, jusqu'à quelques jours auparavant, elle vendait des quiches au feu rouge. « Je ne peux pas accepter, » dit finalement Hélène, sa voix tremblant légèrement. « Je n'ai pas l'expérience pour un poste comme celui-ci. Je viens à peine d'obtenir mon diplôme et vous avez géré votre propre vie dans des circonstances
qui aurait fait abandonner beaucoup de gens, interrompit Richard doucement. Vous avez élevé un enfant seul, maintenu des notes exemplaires, développé une petite entreprise. C'est plus d'expérience réelle que beaucoup de MBA. Hélène secoua la tête, encore incertaine. Mais les gens, qui va faire confiance à quelqu'un comme moi pour diriger un projet de cette envergure? Les bonnes personnes feront confiance précisément parce que vous êtes qui vous êtes, répondit Richard. De plus, vous aurez tout le soutien nécessaire. Formation, mentorat, une équipe expérimentée. Vous ne serez pas seul. À ce moment, Michel s'approcha avec les 2 avions dans les mains. « Regarde, maman. L'avion de tonton Richard a aussi été réparé plusieurs fois. On peut voir les marques ici, regarde. » Hélène observa le jouet ancien que son fils tenait. En effet, il y avait de petits signes de réparation, faites avec soin et affection au fil des ans. Comme sa propre robe bleue, cet avion portait des histoires de persévérance. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle à Richard, essayant toujours de comprendre. « Il doit y avoir des personnes plus qualifiées. » Quand j'avais 10 ans, commença Richard, s'asseyant à côté d'elle, j'ai vu ma mère être humiliée dans un grand magasin. Elle cherchait un cadeau d'anniversaire pour moi, rassemblant des pièces qu'elle avait économisées en lavant. Du linge. La vendeuse la traitait comme si elle ne méritait pas d'être là. Il fit une pause, ses yeux perdus dans le souvenir. Ce jour-là, je me suis promis que je changerais cela un jour. Pas seulement pour ma mère, mais pour toutes les femmes qui font face aux mêmes préjugés et aux mêmes difficultés. Hélène sentit une connexion profonde avec cette histoire. Combien de fois n'avait-elle pas elle-même ressenti les regards, de jugement, le mépris voilé? La fondation s'appellera Rose Espérance, continua Richard, en hommage à ma mère et à toutes les mères qui, comme elle, comme vous, transforment les difficultés en force. C'est alors que Jacques entra discrètement dans la pièce. Désolé d'interrompre, mais j'ai pensé que vous devriez voir ceci. Il alluma la télévision plasma au mur. C'était une émission de variété, et il diffusait la vidéo de la remise des diplômes. Les réseaux sociaux explosaient de messages de soutien. Des femmes de tout le pays partageaient leurs propres histoires de lutte et de dépassement, inspirées par Hélène. « Mère princesse est parmi les sujets les plus commentés, expliqua Jacques. Votre histoire touche des milliers de personnes. » Hélène observa les images à l'écran, essayant encore de traiter tout ce qui se passait. Michel s'approcha et prit sa main. « Maman, tu te souviens de ce que tu me dis toujours avant de dormir? Qu'on n'a pas besoin d'elle pour voler, on a juste besoin d'y croire. » Les mots de son fils frappèrent Hélène comme une révélation. Elle regarda la robe bleue qu'elle gardait encore précieusement à la maison, l'avion cassé dans les mains de Michel, la photo de Madame Rose au mur. Chaque pièce semblait s'emboîter dans un puzzle plus grand qu'elle-même. « Si j'accepte, dit-elle finalement, je veux une condition. » Richard sourit, comme s'il s'y attendait déjà. « Et quelle serait-elle ? » « Je veux qu'une partie du projet soit consacrée à créer un réseau de petits entrepreneurs. Des personnes qui, comme moi, ont des rêves et de la volonté, mais ont besoin d'une vraie opportunité. » Le café du centre commercial était presque vide à cette heure du matin. Hélène s'assit à une table discrète, ajustant nerveusement la bandoulière du sac simple qu'elle portait. Michel était à l'école, une nouvelle école, maintenant que les choses commençaient à s'améliorer. Richard avait insisté pour aider avec l'inscription, disant que cela faisait partie du package d'avantages de sa nouvelle position à la fondation. Patricia Martin entra dans le café ponctuellement à 9 heures. Elle était différente de la fille arrogante de la remise des diplômes. Son visage montrait de la fatigue et une humilité qu'Hélène n'aurait jamais imaginé voir en elle. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer », dit Patricia, s'asseyant. Ses mains tremblaient légèrement, en tenant la tasse de café que le serveur apporta. Hélène observa l'ancienne camarade en silence. Les dernières semaines avaient été tumultueuses pour la famille Martin. Le père de Patricia, un politicien influent, faisait face à des enquêtes sur des contrats surfacturés et l'entreprise familiale avait plusieurs contrats suspendus. « Je ne savais pas comment te demander pardon », continua Patricia, sa voix étranglée. « Ce que j'ai fait à la remise des diplômes, poster ces photos, me moquer de ta situation, c'était cruel et puéril. »« Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Hélène, sa voix calme mais ferme. Patricia respira profondément, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Parce que j'étais vide. J'ai toujours eu tout ce que l'argent pouvait acheter, mais je n'ai jamais eu à lutter pour quoi que ce soit.
Me moquer des autres était ma façon de me sentir supérieur, de cacher ma propre insignifiance. Hélène prit une serviette et l'offrit à Patricia, qui pleurait maintenant ouvertement. « Tu sais ce qui est ironique ?» continua Patricia, essuyant ses larmes. « Maintenant que nous traversons des difficultés avec les problèmes de mon père, je comprends enfin la valeur des choses. Pour la première fois de ma vie, j'ai peur de l'avenir. » « La peur n'est pas nécessairement mauvaise, » répondit doucement Hélène. « Parfois, elle nous apprend à être plus forts. » Patricia regarda Hélène avec une admiration sincère. « Comment fais-tu? Comment peux-tu être si gentille avec moi après tout ce que j'ai fait? Parce que garder rancune ne fait que nous blesser nous-mêmes, » dit Hélène, se souvenant des paroles de sa mère. « Et parce que tout le monde mérite une seconde chance quand il est vraiment désolé. » C'est alors que Patricia sortit quelque chose de son sac, un dossier avec des documents. « Je voulais te montrer quelque chose. Après tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à rechercher des histoires de dépassement. J'ai trouvé des histoires de dépassement de soi. J'ai découvert des dizaines de femmes comme toi, des mères célibataires qui ont réussi dans la vie malgré toutes les difficultés. » Elle ouvrit le dossier, révélant des reportages, des statistiques et des études sur l'entrepreneuriat féminin et les programmes d'aide sociale. « Je sais que tu es impliqué dans le nouveau projet de M. Allard, la Fondation Rose Espérance, et j'aimerais aider, si tu me le permets. » Hélène sentit son cœur s'adoucir encore plus. « Comment ça? » ?»« Ma formation est en marketing digital. Je peux aider à faire connaître le projet, créer des campagnes de sensibilisation, donner de la visibilité aux histoires de ces femmes. Je ne veux pas être payé. Je veux faire ça comme bénévole, comme une façon de commencer à réparer mes erreurs. » Un silence s'établit entre les deux femmes. Hélène pensa à comme la vie prenait des tournants, comme celle qui l'avait humiliée auparavant était maintenant là, demandant une chance de rédemption. « Tu sais, Patricia, » dit finalement, « Hélène, il y a une chose que j'ai apprise en vendant des quiches au feu rouge. Parfois, les gens ont juste besoin que quelqu'un croie en eux. Ça veut dire que, présente-toi lundi à la Fondation. Nous verrons ce que tu peux faire pour aider d'autres femmes à trouver leur chemin. » Les larmes de Patricia étaient maintenant des larmes de gratitude. À l'extérieur du café, le soleil du matin brillait plus fort, comme pour approuver ce moment de réconciliation et de recommencement. Le siège de la Fondation Rose Espérance commençait à prendre forme dans un ancien entrepôt rénové en périphérie de la ville. Hélène avait insisté pour que ce soit là, près des personnes qui avaient vraiment besoin d'aide. Richard non seulement approuva, mais s'enthousiasma pour l'idée. « Les gens doivent sentir que cet endroit leur appartient », expliqua Hélène lors d'une réunion avec l'équipe. « Ça ne peut pas être un autre bâtiment intimidant au centre-ville. » L'espace était en train d'être transformé en quelque chose d'accueillant et fonctionnel. Des salles pour des cours professionnalisants. Un espace dédié aux enfants pendant que les mères étudiaient ou travaillaient. Une cuisine industrielle pour des cours de cuisine et d'entrepreneuriat. Chaque détail pensé à partir de l'expérience réelle de ceux qui connaissaient les besoins. Patricia avait surpris tout le monde par son engagement. Ses compétences en marketing digital étaient fondamentales pour donner de la visibilité au projet. Elle créa une série de vidéos racontant des histoires de dépassement, en commençant par celle d'Hélène. « Nous devons montrer que ce n'est pas une question de charité », insistait Patricia lors de ses présentations. C'est une question d'opportunité, de dignité et de transformation. Michel s'adaptait bien aux changements. Dans sa nouvelle école, il se fit rapidement des amis, et ses notes étaient excellentes. Son avion cassé partageait maintenant l'espace sur l'étagère avec des livres et d'autres jouets, mais restait son préféré. « Tu sais, maman, » dit-il un soir, alors qu'Hélène le mettait au lit, « je pense que l'avion n'est plus cassé. Il est juste différent, comme nous. » Richard était devenu une présence constante dans leur vie. Au début, Hélène maintenait une certaine distance, craignant de créer des attentes ou des malentendus. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il interagissait avec Michel, dans la manière respectueuse dont il traitait tout le monde, qui faisait tomber ces barrières peu à peu. Un après-midi, alors qu'elle supervisait l'installation des ordinateurs pour le laboratoire informatique de la Fondation, Hélène trouva Richard assis seul à la cafétéria, regardant une vieille photo. « Je peux ?» demanda-t-elle, indiquant la chaise à côté. Richard sourit, montrant la photographie. C'était lui enfant, à côté de sa mère, Madame Rose. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'elle est partie,
Je me demande toujours si elle serait fière de ce que je fais. » Hélène toucha doucement son bras. « J'en suis certaine, cet endroit change des vies. » En effet, la fondation commençait déjà à faire la différence. La première semaine d'inscription, plus de 200 femmes s'étaient inscrites au cours. Des histoires commençaient à circuler. L'une qui avait finalement réussi à ouvrir sa petite entreprise, une autre qui avait repris ses études après des années, une autre encore qui avait trouvé la force de recommencer. « Hélène » appela Richard sa voix douce. « Il y a quelque chose que je voulais te demander. » Mais il fut interrompu par un remue-ménage venant de l'entrée. Une femme arrivait en pleurant, portant un petit enfant. Hélène reconnut l'une des participantes au programme d'entrepreneuriat. « Marie, que s'est-il passé ?»« Ma maison. Un incendie. Nous avons tout perdu. » Hélène serra la femme dans ses bras tandis que Richard prenait déjà son téléphone pour organiser une aide immédiate. Au milieu du chaos, leurs regards se croisèrent et quelque chose de silencieux passa entre eux. Une compréhension mutuelle, un objectif partagé. « Nous allons résoudre ça, » dit Hélène, sa voix ferme. « Tu n'es pas seule, plus maintenant. » Ce moment-là, en regardant les personnes qui se mobilisaient pour aider, Hélène comprit que la fondation devenait bien plus qu'un projet social. C'était une famille, un lieu où des personnes brisées pouvaient se reconstruire ensemble, où la force de l'une inspirait le courage de beaucoup. C'était un après-midi tranquille à la fondation quand Jacques entra précipitamment dans le bureau d'Hélène. Son visage normalement serein était tendu et il tenait une enveloppe fermement. « Madame Hélène, nous devons parler, » dit-il, fermant la porte derrière lui. « Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Quelqu'un du passé. » Hélène sentit un frisson parcourir son échine. « Qui ?»« Claude Durand, » répondit Jacques, tendant l'enveloppe. « Le père biologique de Michel. » Le monde sembla tourner un moment. Hélène n'avait pas entendu ce nom depuis 6 ans, depuis que Claude les avait abandonnés. Elle et Michel encore bébés sans laisser de traces. Maintenant, ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe, qui contenait une lettre écrite sur papier à en-tête d'un cabinet d'avocats. « Il exige des droits de visite », expliqua Jacques doucement. « Apparemment, il a vu les reportages sur la fondation et vous dans les médias. » Hélène se laissa tomber sur la chaise, des souvenirs douloureux envahissant son esprit. Elle se rappela les nuits blanches, les promesses vides, le jour où elle s'était réveillée pour ne trouver qu'un mot disant « Je ne suis pas née pour être père ». « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Jacques. « J'ai déjà commencé une enquête discrète, » continua Jacques. « Ces derniers mois, l'entreprise où il travaille a essayé d'obtenir des contrats avec de grandes entreprises. Avoir un lien avec la Fondation Rose Espérance serait commode pour son image. » Hélène sentit la colère grandir en elle. Non, pas pour la tentative de manipulation, elle s'y attendait de la part de Claude, mais pour la possibilité que Michel soit utilisé comme pion dans un jeu d'intérêt. « Il ne sait même pas comment Michel est, » dit-elle, sa voix tremblant. « Il ne sait pas qu'il collectionne les petits avions en papier, qu'il a peur du tonnerre, qu'il rêve d'être pilote. Il n'était pas là quand il a eu une forte fièvre, quand il a fait ses premiers pas, quand... » La porte s'ouvrit et Richard entra, interrompant ses pensées. Il suffit d'un regard pour comprendre la situation. « Jacques m'a prévenu, dit-il, s'asseyant à côté d'Hélène. J'ai déjà contacté notre équipe juridique. Nous allons vous protéger, vous et Michel. » « Je ne veux pas que Michel traverse. » Ça, chuchota Hélène. « Il est si sensible, si... Maman !» La voix de Michel résonna depuis la porte. Il était là encore avec son uniforme d'école, tenant son inséparable avion. « Pourquoi tu pleures ?» Hélène essuya rapidement les larmes qu'elle n'avait même pas remarqué verser. Richard se leva et alla vers le garçon. « Hé, champion !» dit-il s'accroupissant pour être à la hauteur de Michel. « Et si on allait prendre un chocolat chaud? Ta mère a besoin de régler des choses importantes ici. » Michel regarda sa mère avec hésitation, qui força un sourire et acquiesça. Avant de sortir, cependant, le garçon courut vers elle et laissa son avion cassé sur le bureau. « Tiens, maman, quand je suis triste, il m'aide à être fort. » Quand la porte se referma, Hélène prit le jouet avec précaution. Elle se rappela toutes les fois où Michel avait demandé au sujet de son père et comment elle avait toujours essayé de le protéger de la vérité douloureuse. « Madame Hélène, » appela Jacques gentiment, « il y a encore une chose que vous devez savoir. Claude, il a une nouvelle famille maintenant, 3 enfants.
L'information frappa Hélène comme un coup de poing. Pendant qu'elle vendait des quiches au feu rouge pour soutenir Michel, Claude construisait une nouvelle vie, comme si le passé pouvait être simplement effacé. « Il ne fera pas de mal à mon fils », dit-elle, sa voix trouvant une force qu'elle ne savait pas posséder. « Je ne permettrai pas que Michel soit seulement une pièce dans son jeu de marketing personnel. » Elle se leva, tenant toujours l'avion de Michel, et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orangés. Dans la cour de la fondation, quelques femmes participaient à un cours d'artisanat, leur rire montant jusqu'à la fenêtre. La nouvelle de la tentative de rapprochement de Claude se répandit rapidement parmi les personnes les plus proches de la fondation. Patricia, qui surveillait les réseaux sociaux, fut la première à remarquer un changement subtil dans les publications liées à l'histoire d'Hélène. « Il essaie de construire un récit », expliqua-t-elle lors d'une réunion d'urgence. Publication est stratégiquement positionnée sur le regret, la quête de rédemption, le droit à une seconde chance. C'est une campagne de marketing personnel très bien orchestrée. Hélène écoutait tout en silence, tandis qu'elle observait Michel jouant dans la cour à travers la fenêtre de la salle de réunion. Richard était avec lui apprenant à faire des avions en papier qui volaient plus loin. « Ce qui m'inquiète, » continua Patricia, « c'est qu'il gagne la sympathie du public. Les gens adorent une histoire de rédemption. » « Mais ce n'est pas ce qui se passe ici, » interrompit Hélène, trouvant enfin sa voix. « Il ne veut pas de rédemption, il veut utiliser mon fils comme un outil de marketing. » C'est alors que Madame Jeanne, qui travaillait maintenant dans la cuisine de la fondation, demanda la permission de parler. Sa voix, habituellement joyeuse, était sérieuse. « Hélène, ma fille, tu te souviens quand tu es arrivée dans notre quartier? Michel venait de naître. Tu n'avais rien d'autre que ce vieux sac et beaucoup de peur dans ton regard. Mais il y avait autre chose aussi, tu avais de la dignité. » La dame se leva, marchant vers Hélène. « Je t'ai vu grandir, je t'ai vu lutter, je t'ai vu transformer la douleur en force. Cet homme, il n'a pas le droit d'apparaître maintenant et d'essayer de récolter ce qu'il n'a pas semé. » Richard, qui venait d'entrer dans la salle, ajouta « Notre équipe juridique est claire. Il a abandonné volontairement, n'a jamais contribué à la pension alimentaire, n'a jamais manifesté d'intérêt en 6 ans. Juridiquement, sa position est fragile. » « Mais ce n'est pas seulement ça, continua-t-il, s'asseyant à côté d'Hélène. Il s'agit de protéger Michel, de ne pas permettre qu'il soit exposé à une situation qui pourrait le blesser émotionnellement. » Hélène regarda à nouveau par la fenêtre. Michel courait maintenant avec ses avions en papier, riant, libre et heureux. Comment pourrait-elle protéger cette joie innocente? « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» dit-elle, sa voix basse. « C'est qu'un jour Michel va grandir et voudra savoir la vérité. Comment vais-je lui expliquer tout ça ?»« Avec amour et honnêteté, » répondit doucement Richard, « comme tu l'as toujours fait. » À ce moment, Michel entra en courant dans la salle, ses yeux brillants d'excitation. « Maman, maman, regarde ce que j'ai appris à faire. » Il montra un avion en papier parfaitement plié. « Tonton Richard m'a appris. Celui-ci vole plus loin que tous les autres. » Hélène prit l'avion avec soin, remarquant les plis précis, le soin avec lequel son fils avait fait chaque pli. C'était plus qu'un simple jouet, c'était un symbole de comment l'amour véritable se construit dans les petits moments, dans les présences constantes, dans les gestes simples d'affection. « Il est magnifique, mon amour, » dit-elle, embrassant le front de son fils. « Tu veux m'apprendre à en faire un pareil ?» Tandis que Michel expliquait avec animation les étapes, Hélène sentit une certitude grandir dans son cœur. Claude pourrait avoir tous les avocats du monde, toute la stratégie marketing, tout l'argent, mais il n'aurait jamais ce qu'elle et Michel avaient construit ensemble. Il ne comprendrait jamais que l'amour véritable ne s'achète pas, ne se force pas, ne se gagne pas par manipulation. « Tonton Richard, » appela soudainement Michel, « tu restes dîner ce soir aussi. Mamie Jeanne a dit qu'elle allait faire ses pâtes que tu aimes. » La demande innocente fit sourire tout le monde. C'était ainsi qu'une vraie famille se construisait, non par obligation ou intérêt, mais par choix, par amour, par présence. Le jour se leva nuageux, comme si le ciel pressentait ce qui allait arriver. Hélène arriva tôt à la fondation, son cœur lourd avec la réunion qui aurait lieu dans quelques heures. Claude avait insisté pour une rencontre par l'intermédiaire de ses avocats, et après beaucoup de discussions, elle avait accepté, mais selon ses conditions, sur son territoire. « Tout est prêt », assura Jacques,
vérifiant une fois de plus les détails de sécurité. Richard sera dans que la pièce d'à côté, et nous avons des caméras qui enregistrent tout. Hélène acquiesça, ajustant nerveusement le collier simple qu'elle portait, un cadeau de Michel lors de la dernière fête des mères, acheté avec les économies de son argent de poche. Son fils était en sécurité à l'école, ignorant ce qui se passait. À 10 heures précises, Claude entra dans la salle de réunion. Il était différent de ce dont Hélène se souvenait, plus âgé, plus poli, portant un costume coûteux qui semblait crier le statut. Ses yeux, cependant, restaient les mêmes, froids et calculateurs. « Hélène, commença-t-il, sa voix étudiée pour paraître douce. « Tu es différente. »« Que veux-tu, Claude ?» demanda-t-elle directement, gardant sa voix ferme. « Je veux connaître mon fils, » répondit-il, répétant une expression de remords. « J'en ai le droit. »« Le droit ?» Hélène sentit l'indignation grandir. « Quel est ce droit dont tu te souviens ?»« Après 6 ans, après avoir vu notre histoire dans les médias, » Claude ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise face à la confrontation directe. « Les gens changent, Hélène. J'ai une nouvelle famille maintenant. J'ai mûri. Michel mérite de connaître son père. »« Michel a déjà une famille, » répondit Hélène. « Une famille qui l'aime, qui est présente, qui le connaît vraiment. » C'est alors que Claude changea de tactique, son visage se durcissant. « Je suis venu ici par politesse, mais je peux résoudre cela juridiquement. J'ai des ressources maintenant. » « Et j'ai la vérité, » répliqua Hélène, prenant un dossier sur la table. « J'ai chaque lettre non répondue que j'ai envoyée durant les premiers mois, chaque enregistrement de tentative de contact ignoré, chaque reçu de dépenses que j'ai affronté seul. » Elle ouvrit le dossier, révélant des documents méticuleusement organisés. « Mais tu sais ce que j'ai d'autre, Claude. J'ai les dessins que Michel a faits au fil des ans. Le premier montrait notre famille, lui et moi. Le second ajoutait Madame Jeanne, notre voisine, qui a toujours aidé. Le plus récent, Hélène prit un dessin coloré où l'on voyait elle, Michel et Richard, tous souriants, avec des avions volant en arrière-plan. Voici le portrait de la famille que Michel a choisie. La famille qui était là durant les nuits de fièvre, les spectacles de l'école, les moments de peur et de joie. Claude se leva, son masque de remords complètement oublié. « Tu ne peux pas m'empêcher de voir mon fils. J'ai de l'influence maintenant, des connexions. Je peux rendre ta vie très difficile. »« Tu enregistres tout ça, Jacques ?» demanda calmement Hélène sans détourner les yeux de Claude. La porte s'ouvrit, révélant non seulement Jacques avec une tablette, mais aussi Patricia avec son équipement de tournage professionnel. « Chaque mot, » confirma Patricia, « y compris la menace que tu viens de faire. » Claude pâlit, réalisant son erreur. Hélène se leva, sa voix maintenant chargée d'une autorité qui ne venait pas du pouvoir. Ou de l'argent, mais de la force d'une mère protégeant son enfant. « Je vais être clair, Claude. Je ne permettrai pas que tu utilises mon fils comme pièce de marketing. Si tu veux vraiment le connaître, tu devras prouver que tu as vraiment changé. Pas avec de belles paroles ou des menaces, mais avec des actions. » Elle marcha jusqu'à la fenêtre d'où elle pouvait voir la cour de la fondation. En bas, des femmes et des enfants participaient aux activités du jour, leur rire montant jusqu'à la salle. « En attendant, » continua-t-elle, « je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait, protéger Michel et garantir qu'il grandisse en sachant ce qu'est le véritable amour. » Claude essaya encore d'argumenter, mais sa posture avait déjà changé. Son plan soigneusement élaboré s'effondrait face à la force sereine d'Hélène. Après le départ de Claude, Hélène resta dans la salle de réunion, ses mains tremblant encore légèrement. Richard entra silencieusement, apportant une tasse, du café qu'elle aimait tant. « Tu as été incroyable, » dit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Tu as montré une force que peu de gens possèdent. » Hélène tint la tasse chaude entre ses mains, cherchant du réconfort dans sa chaleur. « Je ne me sens pas forte, juste déterminée à protéger mon fils. Parfois, c'est ça la vraie force, » répondit doucement Richard. Puis, après un moment d'hésitation, il continua. « Hélène, il y a quelque chose que je veux te dire depuis un certain temps. » Mais ils furent interrompus par une agitation venant de la cour. Ils coururent jusqu'à la fenêtre et virent quelque chose qui réchauffa leur cœur. Les femmes de la fondation avaient organisé une surprise. Des dizaines d'enfants, dont Michel, lançaient des avions en papier coloré dans les airs, créant un spectacle de couleurs contre le ciel maintenant plus clair. « Regarde, maman !» cria Michel d'en bas,
agitant joyeusement. Nous faisons une pluie d'espoir. Hélène sentit les larmes lui venir aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Chaque avion coloré représentait un rêve, une possibilité, une vie qui pourrait prendre son envol. « Viens », appela Richard, prenant sa main. « Descendons. » Dans la cour, ils furent accueillis par Madame Jeanne, qui coordonnait l'activité avec son style maternel. « Chaque avion a un message », expliqua-t-elle. Les enfants ont écrit leurs rêves dessus. Michel courut vers eux, ses yeux brillants d'excitation. « Maman, regarde ce que j'ai écrit sur le mien. » Hélène prit l'avion bleu que son fils lui tendait et le déplia soigneusement. Dessus, avec l'écriture soignée d'un enfant, était écrit « Mon rêve est que notre famille soit toujours heureuse comme elle l'est maintenant. » Richard, lisant par-dessus l'épaule d'Hélène, sourit ému. C'est alors qu'il prit une décision. Là même, au milieu de la cour, entouré par des avions en papier et des rêves volants, il s'agenouilla. « Hélène, dit-il, sa voix tremblant légèrement, quand je t'ai vue à cette remise de diplôme, portant cette robe bleue avec tant de dignité, quelque chose en moi a changé. J'ai vu en toi la même force que j'admirais chez ma mère. Au cours de ces mois, en voyant comment tu as transformé non seulement ta vie, mais la vie de tant d'autres personnes, je suis tombé amoureux, non seulement de ta force, mais de ton cœur. » Il sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, il n'y avait pas une bague en diamant, mais une délicate bague en argent avec un petit avion gravé. « Je veux faire partie de cette famille, si tu m'acceptes. Non pas pour remplacer qui que ce soit, mais pour ajouter, pour voler avec vous. » Michel, qui observait tout avec des yeux écarquillés, ne put se contenir. « Dis oui, maman. » Maintenant, nos avions peuvent voler encore plus haut. Hélène regarda autour d'elle, vers les femmes de la fondation qui souriaient émues, vers Madame Jeanne qui pleurait ouvertement, vers Patricia qui filmait tout avec des larmes aux yeux, vers son fils qui rayonnait de bonheur, et finalement vers Richard qui la regardait avec tant d'amour. « Oui, » répondit-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Oui, volons ensemble. » La cour explosa en applaudissements et vivas. Michel sautait, de joie, embrassant tantôt sa mère, tantôt Richard. D'autres avions en papier furent lancés dans les airs, remplissant le ciel de couleurs et d'espérance. À ce moment-là, Hélène pensa à la robe bleue gardée à la maison, aux mots de sa mère dans la lettre, à l'avion cassé de Michel, qui était maintenant un symbole de résistance. Elle pensa à comment la vie pouvait changer, à comment l'amour véritable pouvait apparaître dans les endroits les plus inattendus. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement dans la communauté. La fondation vivait une atmosphère de joie contagieuse, toutes les femmes voulant participer aux préparatifs du mariage. Hélène, cependant, surprit tout le monde avec une demande spéciale. « Je veux que ce soit ici », dit-elle lors d'une réunion avec l'équipe. Dans la cour de la fondation, avec toutes les familles qui font partie de notre histoire. Richard sourit, admirant une fois de plus la sensibilité de sa fiancée. « C'est parfait, ça ne pourrait pas être ailleurs. » Madame Jeanne prit immédiatement en charge l'organisation de la fête. « Nous ferons quelque chose de simple mais plein de sens », déclara-t-elle, faisant déjà des listes dans son petit carnet usé. Les femmes de la fondation se mobilisèrent, chacune contribuant avec ce qu'elle savait faire de mieux. Marie, qui avait tout perdu dans l'incendie et qui se relevait maintenant grâce au programme de formation, s'offrit pour faire les arrangements floraux. « J'utiliserai des fleurs des champs », expliqua-t-elle, émue. « Elles sont simples, mais résistantes et belles, comme notre Hélène. » Patricia, qui s'était complètement transformée depuis sa demande de pardon, s'appliquait à documenter chaque moment des préparatifs. « Cette histoire doit être racontée, » disait-elle. « C'est un exemple de comment l'amour véritable transforme des vies. » Un après-midi, alors qu'Hélène organisait quelques détails dans son bureau, Michel entra en courant, excité par une idée. « Maman, je peux faire une surprise au mariage? Mes amis de la fondation et moi, on prépare quelque chose de spécial. » Hélène serra son fils dans ses bras, sentant son cœur déborder d'amour. « Bien sûr, mon amour, je suis sûr que ce sera quelque chose de merveilleux. » Richard, qui passait de plus en plus de temps avec eux, aidait Michel avec le projet secret. Les deux avaient développé une complicité touchante, passant des heures ensemble dans l'atelier de la fondation, toujours entourés de papier et de ciseaux. « Surtout ne dis rien à ta mère, » disait Richard, faisant un clin d'œil au garçon. Soir après une longue journée de préparatifs,
Hélène trouva son ancienne robe bleue soigneusement pliée sur son lit. À côté, un mot de Madame Jeanne. « Ma chérie, j'ai pensé que tu aimerais utiliser un morceau de cette robe dans ta robe de mariée. Certaines histoires sont si belles qu'elles méritent de continuer à être racontées. » Hélène prit la robe avec affection, se souvenant de sa mère, de la lettre trouvée dans la boîte, de tout le parcours qui l'avait amenée jusqu'ici. Elle décida d'utiliser un morceau du tissu bleu cousu à l'intérieur de la robe de mariée, près du cœur. Un rappel silencieux que les difficultés avaient été le fondement de son bonheur actuel. Les cours d'entrepreneuriat de la Fondation furent temporairement transformés en ateliers de décoration et d'artisanat pour le mariage. Les femmes tenaient à mettre un peu d'elles-mêmes dans chaque détail. « C'est comme si chacune de nous se mariait un peu », commenta l'une des élèves, tout en décorant des lanternes en papier. Le petit bureau où Hélène avait affronté Claude quelques semaines plus tôt était maintenant rempli de dessins et de plans pour la fête. À la place des dossiers avec des documents juridiques, il y avait des échantillons de tissus, des photographies d'arrangements floraux et des listes interminables écrites avec l'écriture soignée de Madame Jeanne. « Tu sais ce qui est le plus beau ?» commenta Jacques, observant la transformation. Voir comment un moment de confrontation peut se transformer en célébration. Richard, de son côté, surprit tout le monde avec une annonce inattendue. Il vendrait sa maison dans le quartier chic de la ville. « Je veux construire notre vie. Ici, près de la Fondation, près des personnes qui sont devenues notre famille, » expliqua-t-il à Hélène. De plus, l'argent de la vente sera investi dans de nouveaux projets pour la Fondation. La veille du mariage, la Fondation bouillonnait d'activités. La cour avait été transformée en un décor magique avec des guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres, des tables simples décorées avec des nappes blanches et des fleurs des champs et un petit autel improvisé sous le plus grand arbre du terrain. Hélène observait les préparatifs depuis son bureau, émue par le dévouement de tous. Patricia entra portant son équipement de tournage. « Je dois te montrer quelque chose », dit-elle, connectant la caméra à un petit projecteur. « C'est un cadeau de nous toutes. » Sur le mur blanc du bureau, une vidéo commença à être projetée. C'était une compilation de témoignages des femmes qui étaient passées par la Fondation, racontant comment leur vie avait changé. Parmi les récits, il y avait des photos et de petites vidéos. Hélène vendant des quiches au feu rouge, le moment du discours à la remise des diplômes, l'inauguration de la Fondation, des moments du quotidien avec Michel et Richard. Chaque histoire de dépassement qui passe par ici, narrait Patricia dans la vidéo, a commencé par une autre histoire, celle d'une femme qui a transformé une robe bleue déchirée en symbole de dignité. Hélène ne put contenir ses larmes. Patricia, qui pleurait aussi, la serra dans ses bras. « Tu as changé tant de vies, Hélène, y compris la mienne. » Dehors, Michel coordonnait un groupe d'enfants, tous très concentrés sur quelque chose qui semblait être la fameuse surprise pour le mariage. Richard passait occasionnellement près d'eux, donnant des instructions discrètes et des sourires complices. Madame Jeanne régnait en souveraine dans la cuisine, commandant une armée de volontaires qui préparaient des mets pour la fête. L'odeur de gâteaux de maïs et de quiche, recette spéciale d'Hélène, emplissait l'air. « Le buffet le plus sincère que j'ai jamais vu », commenta Jacques, volant une quiche tout juste sortie du four et recevant une petite tape affectueuse de Madame Jeanne. Le soir, il y eut un moment spécial. Toutes les femmes de la Fondation se réunirent en cercle dans la cour, chacune tenant une bougie. Au centre, Hélène reçut une bénédiction collective, des mots d'amour et de gratitude, des prières de différentes croyances, des étreintes chaleureuses. « Demain, tu seras une mariée, » dit Madame Jeanne, « mais aujourd'hui, tu es notre étoile guide, celle qui nous a montré qu'il est possible de reconstruire sa vie avec dignité. » Marie, la femme qui avait tout perdu dans l'incendie, s'approcha avec un cadeau, un petit tableau fait avec des fleurs séchées des champs, formant la silhouette d'un avion volant dans un ciel bleu. « Pour te rappeler qu'après la tempête, on peut toujours voler à nouveau, » dit-elle émue. Michel, qui observait tout de loin avec Richard, chuchota quelque chose à l'oreille de son futur beau-père. Les deux sourirent et échangèrent un high-five discret. Plus tard, quand tout le monde était parti, Hélène resta un moment seule dans la cour. Les douces lumières entre les arbres créaient une atmosphère magique et elle pouvait sentir la présence de sa mère là, comme si elle bénissait chaque moment. Elle sortit de sa poche l'ancienne lettre trouvée avec la robe bleue. « Porte cette robe quand le monde essaiera de te faire oublier qui tu es. » Elle sourit.
pensant à comment ces mots s'étaient transformés en une prophétie de force et de transformation. « Maman » appela Michel, s'approchant somnolent. « Je peux dormir avec toi ce soir ?» C'est que demain est un jour très important. Hélène serra son fils dans ses bras, sentant son cœur déborder d'amour. « Bien sûr que tu peux, mon amour. Demain est le jour où notre famille sera officiellement complète. »« Non, maman, » corrigea Michel avec la sagesse innocente des enfants. « Demain, c'est juste la fête. Notre famille est déjà complète depuis longtemps. » L'aube apporta avec elle une douce brise qui faisait balancer les décorations dans la cour de la fondation. Hélène se réveilla avec le son des oiseaux et des voix animées venant de l'extérieur. Michel dormait encore tranquillement à ses côtés, serrant son avion de jouets inséparables. « C'est l'heure de se réveiller, petit dormeur, » chuchota-t-elle, embrassant le front de son fils. « Aujourd'hui, c'est notre grand jour. » La chambre, que Madame Jeanne avait préparée pour la mariée, se transforma en un petit centre d'activité. Des femmes entraient et sortaient, apportant des fleurs, aidant avec le maquillage, arrangeant les cheveux. La robe de mariée, simple mais élégante, était suspendue près de la fenêtre et cousue dans sa doublure, près du cœur, se trouvait un petit morceau de la robe bleue. Quelque chose d'ancien, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté, quelque chose de bleu, récita Madame Jeanne, aidant Hélène à s'habiller. « Tu as tout cela en une seule pièce, ma fille. » Patricia circulait dans la pièce avec sa caméra, capturant chaque moment, chaque sourire, chaque larme discrète d'émotion. « Ce sera encore plus beau que la vidéo d'hier, » promit-elle. De l'autre côté de la fondation, Richard se préparait, aussi aidé par Jacques. Michel entrait et sortait de la chambre, surveillant les derniers détails de sa surprise mystérieuse. « Tout est prêt, tonton Richard, » annonça-t-il excité. « Ce sera le meilleur cadeau de tous. » Les invités commencèrent à arriver. Des familles aidées par la fondation, des amis, des collaborateurs. Chacun apportait avec lui non seulement un cadeau, mais une histoire de comment leur vie avait été touchée par Hélène et par le travail de Rose Espérance. La cour était méconnaissable. Les fleurs des champs de Marie créaient un chemin naturel jusqu'à l'autel sous le grand arbre. Des lanternes en papier se balançaient doucement dans la brise, et au centre de chaque table, de petits arrangements racontaient des histoires, une quiche décorative ici, un petit avion en papier là, des photographies dans des cadres artisanaux, montrant des moments spéciaux de la fondation. « C'est l'heure », annonça Madame Jeanne, donnant les dernières retouches à la robe d'Hélène. C'est alors que Michel entra dans la chambre, portant un petit costume qui le rendait encore plus adorable. Dans ses mains, outre l'avion de jouets inséparables, il y avait une petite boîte. « Maman, dit-il, sa voix tremblant d'émotion, avant d'aller dehors, je veux te donner quelque chose. » Dans la boîte, il y avait un collier artisanal, fait avec de petits avions en origami plastifiés. « Tonton Richard et moi l'avons fait ensemble, » expliqua-t-il. « Chaque avion a un souhait de bonheur écrit à l'intérieur. » Hélène s'agenouilla, embrassant son fils avec soin pour ne pas froisser la robe. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, mon amour. »« Tu n'as encore rien vu, » sourit-il mystérieusement. « Attends de voir dehors. » La musique commença à jouer. Pas la traditionnelle marche nuptiale, mais une version acoustique de Aquarelle, la chanson qu'Hélène chantait toujours à Michel pour l'endormir. Le petit prit la main de sa mère, fier dans son rôle de la conduire à l'hôtel. Quand les portes s'ouvrirent sur la cour, Hélène sentit l'air lui manquer. Des centaines d'avions en papier coloré avaient été suspendus aux arbres, se balançant doucement dans la brise comme un mobile géant. Chacun reflétait la lumière du soleil de façon différente, créant un spectacle de couleurs dans l'air. Richard attendait à l'hôtel, ses yeux brillants d'émotion en voyant Hélène et Michel marchant dans sa direction. Mais avant qu'il n'arrive jusqu'à lui, Michel fit un signe et tous les enfants présents se levèrent, chacun avec un avion en papier dans les mains. Au moment où Hélène arriva à l'hôtel, les enfants lancèrent leurs avions simultanément. Le ciel se remplit de couleurs, chaque avion en papier portant des messages d'amour et d'espoir écrits par les petits. C'était la surprise que Michel avait planifiée avec tant de soin. « Maintenant tout le monde peut voir que l'amour nous fait voler, dit-il, fier que son plan ait réussi. » La cérémonie fut conduite par Madame Jeanne, qui avait été nommée officiante pour l'occasion. Ses paroles simples mais profondes faisaient écho à l'essence de ce moment. L'amour véritable,
n'est pas fait seulement de beaux moments. Il est fait de dépassement, de courage, de mains qui se trouvent dans les moments difficiles. Hélène et Richard ne sont pas seulement en train d'unir leur vie, ils confirment une famille qui existe déjà dans le cœur. Quand vint le moment des alliances, Michel surprit tout le monde une fois de plus. Au lieu d'apporter les alliances sur un coussin traditionnel, il les présenta attachés à son avion de jouets cassés, maintenant décoré avec des rubans et des fleurs. Parce que c'est grâce à cet avion que tout a commencé, expliqua-t-il. C'est lui qui m'a aidé à être fort quand j'étais triste, qui a fait sourire tonton Richard le premier jour, qui m'a appris que les choses cassées peuvent aussi être spéciales. Les alliances étaient simples, mais portaient une signification spéciale. Chacune avait gravé un petit avion et la phrase « pour voler ensemble ». Richard les avait commandées spécialement, inspiré par sa première conversation avec Michel. Après l'échange des alliances, Hélène et Richard firent leurs vœux. Ce n'étaient pas des paroles recherchées ou des promesses grandioses. C'étaient des paroles sincères, nées de l'expérience de qui a appris que l'amour se construit dans les petits moments. « Je promets d'être non seulement ton mari, dit Richard, mais de continuer à être l'ami qui joue aux avions, l'épaule qui soutient dans les moments difficiles, le partenaire qui rêve avec toi et vole à tes côtés. » Hélène, les larmes aux yeux, répondit « Je promets de continuer à être la femme qui n'abandonne pas, qui croit en la force du recommencement et qui maintenant a des ailes encore plus fortes pour voler parce qu'elle vous a tous les deux comme famille. » La fête qui suivit fut une célébration de simplicité et de joie. Les quiches d'Hélène, maintenant faites par toute l'équipe de la cuisine de la Fondation, étaient servies avec fierté. Le gâteau décoré avec de petits avions en sucre fut coupé au son des rires et des applaudissements. Patricia, qui ne cessait de filmer, captura un moment particulièrement touchant. Michel, dansant avec Hélène, demanda s'il pouvait appeler « Richard papa ». « Tu as toujours su choisir notre famille, mon amour », répondit Hélène embrassant son fils. À la fin de la soirée, quand les lanternes en papier brillaient doucement et que la plupart des invités étaient déjà partis, Hélène, Richard et Michel s'assirent sous le grand arbre. Au-dessus d'eux, les avions en papier se balançaient encore dans la brise nocturne. « Regarde, une étoile filante », montra Michel. « Fais un vœu », murmura Richard. Michel ferma les yeux un moment, puis sourit. « Je n'en ai pas besoin. Tout ce que je voulais est déjà ici. » Hélène regarda sa petite robe bleue, maintenant transformée en un morceau spécial de sa robe de mariée. Elle pensa à sa mère, à sa lettre, à comment la vie avait des façons surprenantes de nous apprendre à voler. Richard prit l'ancien avion en bois que son père avait fait, celui qu'il avait montré à Michel lors de leur première rencontre, et le donna au garçon. « Maintenant, il est à toi, pour te rappeler que certaines histoires doivent être transmises. » Michel tint les deux avions, le cassé qui était son compagnon de toujours et l'ancien qu'il venait de recevoir en cadeau, et sourit. « Maintenant, nous avons une flotte complète. » La lune brillait dans le ciel, témoin silencieux de comment l'amour véritable pouvait transformer des histoires de dépassement en contes de fées réels. Pas ceux avec des châteaux et des princes charmants, mais ceux écrits avec courage, persévérance et la certitude que parfois les plus beaux rêves sont ceux que nous construisons ensemble, un vol à la fois. 1 an après le mariage, la Fondation Rose Espérance s'était transformée en un modèle de succès dans tout le pays. Ce qui avait commencé comme un projet local inspirait maintenant des initiatives similaires dans d'autres villes. Hélène, dans son bureau décoré d'avions en papier et de photographies de moments spéciaux, analysait les rapports les plus récents. Plus de 1000 femmes formées, lut-elle à voix haute, encore étonnée par les chiffres. 300 petites entreprises démarrées, 500 enfants dans le programme éducatif. Patricia, qui dirigeait maintenant tout le département de communication de la Fondation, entra avec animation dans le bureau. « Hélène, tu dois voir. Ça, notre histoire va devenir un livre. Une grande maison d'édition s'est montrée intéressée. »« Un livre ?» rit Hélène, surprise. « Qui voudra lire l'histoire d'une vendeuse de quiche ?»« Tout le monde !» répondit Patricia avec conviction. « Ton histoire, notre histoire, parle de bien plus que de quiche. Elle parle de transformation, de ne jamais abandonner, de se créer des ailes, même quand le monde essaie de nous faire tomber. » De l'extérieur du bureau, des voix joyeuses attirèrent l'attention des deux femmes. «
Dans la cour, Richard et Michel coordonnaient une nouvelle activité, un atelier de modélisme pour les enfants de la Fondation. Le projet avait été une idée de Michel qui insistait sur le fait que tout le monde doit apprendre à faire voler les avions plus loin. « Regarde qui arrive », indiqua Patricia par la fenêtre. Marie, la femme qui avait tout perdu dans l'incendie, entrait par le portail de la Fondation. Mais ce n'était plus la même personne fragilisée d'1 an auparavant. Maintenant, elle marchait avec assurance, portant un dossier avec le logo de sa propre entreprise d'arrangements floraux. « Je viens donner une conférence à la nouvelle classe », annonça-t-elle en rencontrant Hélène dans le couloir. « Je veux qu'elle sache qu'il est possible de recommencer, peu importe ce qu'on a perdu. » Hélène embrassa son amie, se rappelant comment tout avait commencé. Sur le tableau derrière son bureau, l'avion de fleurs séchées que Marie avait fait pour son mariage restait intact, préservant la beauté et la force de ce moment. Madame Jeanne, qui coordonnait maintenant non seulement la cuisine, mais tout un programme de formation en gastronomie, apparut à la porte portant un plateau. « Regarde ce que les filles de la nouvelle classe ont appris à faire », dit-elle fièrement, montrant des quiches parfaitement dorées. « En utilisant ta recette, Hélène, elles disent que c'est plus qu'un cours de cuisine, c'est un cours de persévérance. » Hélène prit une quiche, sentant l'arôme familier. Combien de matins avait-elle passé au feu rouge, vendant ces mêmes quiches, rêvant d'un avenir meilleur. Maintenant, ce petit symbole de sa lutte s'était transformé en instrument de transformation pour d'autres femmes. « Maman ». Là, Michel entra en courant dans le bureau, interrompant ses pensées. « Regarde ce que papa et moi avons fait. » Il tenait un projet détaillé dessiné sur papier quadrillé, le plan d'une nouvelle aile de la Fondation. Un espace dédié spécialement aux cours de sciences et technologies pour les enfants. « On peut l'appeler salle des aviateurs », expliqua-t-il enthousiaste. « Il y aura des télescopes, des microscopes, des kits de robotique. Comme ça, tous les enfants peuvent apprendre qu'il n'y a pas de limite pour rêver. » Richard, qui était entré juste après son fils, embrassa Hélène par derrière. « Quand ? Penses-tu ? Michel se révèle être un excellent planificateur. Je crois que nous avons un futur ingénieur dans la famille, sourit Hélène, observant les détails méticuleux du projet de son fils. À ce moment-là, Jacques apparut avec une nouvelle importante. Une délégation du ministère du Développement social était en route pour connaître le travail de la Fondation. Il voulait transformer le modèle de Rose Espérance en politique publique, reproduisant l'initiative dans tout le pays. La nouvelle de la visite ministérielle agita la Fondation. Tous voulaient montrer le meilleur de leur projet, partager leurs histoires de transformation. Hélène, cependant, maintenait sa sérénité habituelle. « Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose de différent », dit-elle pendant la réunion de préparation. « Montrons notre réalité, notre quotidien. C'est ce qui fait que Rose Espérance est spéciale. » Le matin de la visite, la cour de la Fondation suivait sa routine normale. Des enfants jouant, des femmes participant aux ateliers, l'odeur du pain frais sortant de la cuisine-école. Michel, fier, guidait un groupe de visiteurs en montrant sa plus récente création, une exposition d'avions qui racontait l'histoire de la Fondation. Celui-ci, expliqua-t-il, montrant son ancien avion cassé, maintenant dans une vitrine en Dyson City. Vert est le premier de notre flotte. Il m'a appris que parfois nous devons être brisés pour apprendre à voler à nouveau. La délégation ministérielle fut particulièrement impressionnée par les chiffres présentés par Patricia. Au-delà des résultats directs de la Fondation, il y avait tout un effet multiplicateur dans la communauté. De petites entreprises fleurissaient, l'abandon scolaire avait diminué et le revenu moyen des familles aidées avait considérablement augmenté. Mais le plus important n'est pas dans les chiffres, intervint Hélène. Il est dans les histoires. Elle conduisit les visiteurs jusqu'à un mur rempli de photographies. Là étaient enregistrés des moments cruciaux. La remise des diplômes avec la robe bleue, le premier jour de la Fondation, le mariage plein, ça d'avion en papier, et des centaines d'autres histoires de dépassement. Chaque photographie ici représente une vie transformée, expliqua-t-elle. Et chaque vie transformée a le pouvoir d'en transformer beaucoup d'autres. C'est alors qu'une des assistantes ministérielles s'approcha les yeux embués. « Madame Hélène, je dois vous dire quelque chose. Il y a 20 ans, j'étais comme beaucoup de ces femmes ici, seule, avec une petite fille, sans perspective. Une dame m'a tendu la main
m'a aidé à étudier, à grandir. Cette dame, c'était votre mère. » Hélène sentit son cœur s'arrêter un instant. L'assistante continua. « Elle travaillait à l'école où j'ai obtenu une place pour ma fille. Elle disait toujours que la dignité était notre bien le plus précieux. Quand j'ai vu votre histoire, la robe bleue, j'ai su que je devais venir personnellement. Connaître cet endroit. » Les deux femmes s'embrassèrent, émues. Richard, qui observait la scène, comprit comment le cycle du bien avait des formes mystérieuses de se compléter. À la fin de la visite, le ministère non seulement approuva le projet d'expansion nationale, mais annonça également la création d'une politique publique spécifique pour les mères célibataires, inspirée du modèle de Rose Espérance. Ce soir-là, après toute l'agitation de la journée, Hélène, Richard et Michel s'assirent sur le même banc sous le grand arbre où ils s'étaient mariés. Les avions en papier du mariage avaient été remplacés par de nouveaux, faits par les enfants de la fondation, chacun portant un rêve différent. « Maman !» appela Michel, somnolent contre l'épaule d'Hélène. « Tu crois que mamie nous voit ?»« De là-haut au ciel !» Hélène sourit, installant confortablement son fils sur ses genoux. « J'en suis certaine, mon amour. Et je crois qu'elle est très fière de comment ton petit avion cassé a aidé tant de personnes à trouver leurs ailes. » Richard prit la main de sa femme, admirant comment elle réussissait à transformer chaque moment en une leçon d'amour. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus? Comment tu n'as jamais perdu ton essence? Tu restes la même Hélène à la robe bleue, sauf que maintenant tes ailes sont encore plus fortes. »« Et notre famille aussi, » compléta Michel, déjà presque endormi. Hélène regarda le ciel étoilé, pensant à comment la vie avait des façons surprenantes de nous montrer le chemin. De la robe bleue déchirée aux avions en papier, de vendeuse de quiche à inspiration nationale, chaque moment avait été une marche nécessaire dans cet escalier vers les étoiles. Un matin de printemps, Hélène se réveilla tôt avec une idée qui ne sortait pas de sa tête. Le moment était venu de revisiter l'endroit où tout avait commencé. La salle communale où sa remise de diplôme avait eu lieu serait le théâtre de la première cérémonie de remise de diplôme des élèves de la Fondation Rose Espérance. « Tu es sûr ?» demanda Richard quand elle partagea ses plans. « Nous pouvons le faire n'importe où ailleurs, même à la Fondation. »« Il faut que ce soit là, » répondit Hélène avec conviction, « pour montrer que les cycles se complètent, que les histoires peuvent avoir de nouveaux commencements. » La salle était exactement comme elle s'en souvenait. Les mêmes chaises blanches en plastique, les fleurs artificielles au mur, la musique instrumentale en fond. Mais maintenant, quelque chose était différent. Le lieu était rempli de femmes portant non pas des uniformes identiques, mais des vêtements qui reflétaient leurs propres histoires, leurs propres luttes et victoires. Marie, diplômée du cours d'entrepreneuriat floral, portait une robe décorée de petites fleurs séchées, les mêmes qui avaient un jour orné le mariage d'Hélène. D'autres femmes apportaient des éléments qui racontèrent leurs histoires. Un tablier personnalisé de la classe de gastronomie, un sac artisanal fait dans les ateliers de couture, une broche en forme d'avion. « Regarde ce que j'ai trouvé », dit Madame Jeanne, apportant une vieille boîte. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait l'ancienne robe bleue d'Hélène, maintenant transformée en une pièce du fonds historique de la Fondation. « J'ai pensé que nous pourrions l'exposer aujourd'hui, » suggéra la dame, « pour que toutes se souviennent d'où nous venons et sachent qu'il n'y a pas de honte à recommencer. » Michel, maintenant presque 8 ans, aidait à organiser la cérémonie avec un sérieux adorable. Il avait insisté pour créer une décoration spéciale, une installation avec des centaines d'avions en papier, chacun fait par un enfant de la Fondation, formant une grande fresque qui racontait l'histoire de Rose Espérance. Chaque entité professionnelle coordonnait l'équipe de tournage qui documenterait l'événement. Son propre documentaire sur l'histoire d'Hélène et de la Fondation avait gagné des prix et inspiré des projets similaires dans d'autres pays. « Qui aurait dit, commenta-t-elle avec Hélène, que cette photo malveillante que j'ai postée lors de ta remise de diplôme se transformerait en une si belle histoire de rédemption et de transformation. » La cérémonie était sur le point de commencer quand une surprise émouvante se produisit. L'assistante ministérielle qui avait connu la mère d'Hélène revint, apportant cette fois une découverte précieuse, un vieil album de photos de l'école où la mère d'Hélène avait travaillé. « J'ai trouvé ceci dans les archives », dit-elle, montrant une photo en accent particulier. Dedans, la mère d'Hélène apparaissait souriante,
portant la même robe bleue entourée d'enfants souriants. Ta mère ne portait pas seulement cette robe, elle la transformait en symbole d'espoir pour tous ceux qui la connaissaient. Hélène tint la photographie de ses mains tremblantes, sentant comme si un cercle invisible se refermait. Là était sa mère des décennies auparavant, portant la même robe qui un jour changerait tant de vies. La cérémonie de remise des diplômes fut plus qu'une célébration. Ce fut un témoignage vivant de comment les rêves peuvent se multiplier. Chaque diplômé qui montait sur scène portait non seulement un diplôme, mais une histoire de transformation qui touchait tous les présents. Hélène, en tant qu'oratrice principale, se leva pour faire son discours. Elle portait un ensemble élégant, mais sur sa poitrine, près du cœur, il y avait une petite broche faite avec un morceau de la robe bleue. Il y a quelques années, je suis montée sur cette même scène, portant une robe bleue déchirée, commença-t-elle. Ce jour-là, j'ai appris que notre dignité n'est pas dans les vêtements que nous portons, mais dans la force que nous portons en nous. Aujourd'hui, je regarde chacune de vous et je vois cette même force. Les diplômés, émus, écoutaient attentivement. Beaucoup d'entre elles avaient commencé comme Hélène, seules, avec de jeunes enfants, de grands rêves et des possibilités limitées. Mais j'ai appris quelque chose de plus important encore, continua Hélène. J'ai appris que personne ne vole seul. Chaque personne dans cette salle fait partie d'un grand réseau de soutien, d'amour, de transformation. Chaque histoire de dépassement inspire d'autres histoires. Chaque rêve réalisé ouvre la voie à de nouveaux rêves. C'est, alors que Michel monta sur scène, portant une surprise, un grand cadre couvert par un tissu. À ses côtés, Richard souriait, complice du moment. « Maman, dit Michel au microphone, sa voix claire et confiante, tu te souviens quand j'ai dit que tu étais une princesse, même sans robe neuve? Maintenant, je veux montrer comment tout le monde te voit. » Il retira le tissu, révélant un collage impressionnant. Des centaines de petites photographies formaient l'image de l'ancienne robe bleue. Chaque photo montrait un moment différent de la fondation, des sourires, des étreintes, des conquêtes, des recommencements. Chaque petit morceau de cette photo est une vie que tu as aidé à transformer, expliqua Michel. Comme ce premier. Avion cassé qui m'a appris à être fort. Hélène ne put contenir ses larmes. Richard l'enlaça tandis que la salle entière se levait en applaudissements. Madame Jeanne, Patricia, Marie, Jacques, chaque personne là était devenue partie de cette histoire plus grande qu'eux-mêmes. Et ce n'est pas fini, annonça Richard, prenant le microphone. La Fondation Rose Espérance est en expansion. Nous allons ouvrir de nouvelles unités dans 5 régions. Le rêve continue de grandir, volant toujours plus haut. La célébration qui suivit fut un mélange de larmes et de rires, de souvenirs et de promesses. Les diplômés lancèrent en l'air non pas des chapeaux, mais des avions en papier, une tradition initiée par Michel qui était maintenant devenue la marque déposée de la Fondation. À la fin de la cérémonie, Hélène trouva un moment de tranquillité. Elle s'assit sur une des chaises blanches en plastique, exactement comme elle l'avait fait des années auparavant, et sortit de sa poche l'ancienne lettre de sa mère. « Porte cette robe quand le monde essaiera de te faire oublier qui tu es. » Elle sourit, pensant à comment ces mots s'étaient transformés en quelque chose de bien plus grand. La robe bleue n'était plus seulement un vêtement, c'était un symbole d'espoir, de recommencement, d'envol. Michel s'approcha silencieusement, s'asseyant à ses côtés. Il portait toujours son premier avion de jouet, maintenant accompagné de l'avion en bois hérité de Richard. « Tu sais, maman, dit-il pensif, je crois que j'ai compris pourquoi tu as gardé la robe bleue. Ce n'est pas pour te rappeler les moments difficiles, c'est pour te rappeler que nous pouvons toujours choisir de voler. » Hélène embrassa son fils, sentant son cœur déborder d'amour et de gratitude. Richard les rejoignit, et pendant un moment ils restèrent là, sentant simplement la force de cet amour qui avait transformé non seulement leur vie, mais les vies de tant d'autres personnes. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel avec des tons de bleu qui rappelèrent la robe qui avait tout commencé. Les avions en papier dansaient encore